Bonsoir et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Le pouvoir malien sommet de s'expliquer auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. L'instance souhaite obtenir des explications au sujet des violations présumées des droits de Bando et de Mokhtar Ouane, des personnalités politiques de premier rang avant le coup d'État du 24 mai. Discours du roi Mohamed VI ce vendredi à l'occasion du 68e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple. Dans sa prise de parole, le souverain marocain a dénoncé des attaques méthodiques contre son pays, sans pour autant les nommer. Valable pour pallier les difficultés d'accès notamment à l'électricité. Les projets se multiplient sur le continent africain. Nous prendrons dans ce journal la direction du Cameroun. Il était une figure de la scène politique de la République démocratique du Congo, en particulier du Katanga. Gabriel Kwanza est décédé samedi 21 août à l'âge de 82 ans. Des suites indiquent son parti d'une courte maladie en Angola où il était hospitalisé. Gabriel Kwanza, une carrière dédiée à la politique pour lui, qui a été l'un des cofondateurs de l'UDPS avec Étienne Tshisekedi au début des années 80. Et il était, depuis le mois de février dernier, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. La Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest demande des comptes aux autorités maliennes au sujet du placement en résidence surveillée de Bando, ancien président de la transition, et Mokhtar Ouane, ancien Premier ministre de la transition. Une disposition mise en place à la suite du coup d'État militaire du 24 mai 2021. La Cour de justice de la CEDEAO exige un rapport explicatif d'ici le 28 août prochain. Samantha Saberou-Sabobanga. 28 août, c'est le dernier délai qu'a le pouvoir malien pour justifier les violations des droits de Mokhtar Ouane, ex-premier ministre, et Ndao, ancien président. En effet, la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a demandé au Mali de fournir un mémoire justifiant les violations présumées des droits de ces deux anciens dirigeants de la transition. Depuis le 24 mai 2021, dans un second coup de force mené par le colonel Assimi Goïta et les militaires restés maîtres du pouvoir, les deux personnalités sont privées de liberté. Cette demande d'information de la part de la Cour de justice de la CEDEAO par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui la résidence surveillée de l'ex-président Bandao et l'ex-premier ministre Mokhtar Ouane, eh bien cette intervention de la Cour de justice dans cette affaire, je pense que ça marque un début de judiciarisation de l'affaire. Maître Mamadou Ismaïla Konaté, avocat des deux anciens dirigeants, a déposé une plainte au Mali pour arrestation illégale et séquestration. La requête a été enregistrée par le greffe de la Cour de justice de la CEDEAO, dont le siège est à Abuja, au Nigeria. Il reste à savoir, est-ce que l'État malien va suivre cet agenda de Cour de justice qui a donné un mois à l'État malien de produire un mémoire afin de justifier ou en tout cas d'expliquer le maintien en résidence surveillée de l'ancien président Bandao et son ex-premier ministre Mokhtar Ouane. Maître Konaté demande à l'État du Mali de lever tous les obstacles de droit et de fait quant à l'exercice des droits et libertés de Bandao et Mokhtar Ouane. Au Maroc, le roi Mohamed VI a dénoncé vendredi dans un discours des attaques méthodiques contre son pays de la part de certains pays et organisations qu'il n'a pas nommés. Mais ce discours prononcé à l'occasion du 68e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple intervient en plein scandale Pegasus, affaire dans laquelle le royaume est accusé d'avoir utilisé le logiciel d'espionnage conçu par une société israélienne, des allégations démenties par le Maroc. Joël Ballot. Dans son adresse à la nation le 20 août 2021, à l'occasion de la célébration des 68 ans de la Révolution du roi et du peuple, le roi du Maroc, Mohamed VI, dénonce des attaques méthodiques contre son pays. Pour le souverain, le royaume du Maroc fait face à une agression délibérée et préméditée de la part de certains États et autres institutions qui souhaitent mettre à mal la crédibilité du royaume à l'échelle régionale et internationale.
Notre conviction est que l'État tire sa force de ses institutions, de l'unité et de la cohésion de ses composantes nationales. Ce sont précisément les atouts dont nous nous prévalons pour défendre notre pays face à l'adversité, aux crises, aux menaces. Cet esprit de corps est palpable face aux attaques méthodiques dont le Maroc a été dernièrement la cible de la part de certains pays et d'organisations notoirement hostiles à notre nation. Le Maroc est visé du fait qu'il est un État pleinement constitué depuis plus de 12 siècles. Outre une histoire amazigh au long cours, et que depuis plus de 4 siècles, il est gouverné par une monarchie citoyenne, présidente à la destinée du pays et la façonnant dans une symbiose totale entre le trône et le peuple. Pour le monarque marocain, toutes ces tensions visent à déstabiliser le processus de sécurité et de stabilité mis en place au Maroc. Et pour y faire face, le roi Mohamed VI souhaite fonder des relations solides, constructives et équilibrées avec certains pays, dont l'Espagne et la France. Nous avons à cœur de renforcer les fondements classiques qui sous-tendent ces relations, à la faveur d'une compréhension conjointe des intérêts de nos deux pays voisins. D'ailleurs, j'ai suivi personnellement et directement le processus de dialogue ainsi que l'évolution des discussions. Le but n'était pas seulement de trouver une issue à cette crise, mais aussi de saisir l'opportunité pour redéfinir les bases et les paramètres qui régissent ces relations. En rappel, les déclarations du souverain marocain interviennent dans un contexte marqué par des tensions diplomatiques avec l'Algérie. En plus des différends liés au contentieux sur le Sahara occidental, une vaste campagne de dénigrement est assignée au royaume, notamment au travers de l'affaire de cyberespionnage liée au projet Pegasus. On en vient au soutien de la Banque mondiale au programme du gouvernement tanzanien qui entend développer les infrastructures routières, un soutien à hauteur de 300 millions de dollars destiné à développer le réseau routier dans les zones rurales. Marie-Raphaël Antolo. Le secteur routier tanzanien va bénéficier d'un fonds de 300 millions de dollars. Octroyé par la Banque mondiale dans le cadre d'un accord avec le pays, ce fonds vise à financer la mise en œuvre du projet tanzanien dénommé RISE, Road to Inclusion and Socio-Economic Opportunities. Ce programme vise par ailleurs la construction de plusieurs routes rurales au sud, au centre et dans le nord-ouest du pays. Alors, le programme Road to Inclusion and Socio-Economic Opportunity en Tanzanie est un programme quand même qui vient créer, ma foi, des opportunités économiques. Vous savez, là où la route passe, le développement passe. Essayez d'imaginer la réhabilitation de ces infrastructures en zone rurale. Ça va faciliter comme ça le flux des personnes des zones rurales vers les zones urbaines avec le transport, autant pour moi, des marchandises de ces zones vers les zones urbaines. Et lorsque ces marchandises seront transportées, le commerce va se développer dans les zones rurales, dans les zones urbaines. Ça va créer des emplois, ça va créer une chaîne de valeur. L'accord de financement pour les travaux routiers entre la Banque mondiale et la Tanzanie a été signé le jeudi 19 août 2021. Ces travaux estimés sur une superficie de 535 km vont permettre aux zones rurales d'avoir des routes en bon état dans 6 districts ruraux à travers 4 régions qui sont Geita, Tonga, Lindi et Iringa selon les autorités du secteur. De même, un réseau routier de 135 km sera érigé dans les régions. La situation actuelle des routes en Tanzanie n'est pas l'une des plus reluisantes quand vous faites un peu une comparaison avec les autres pays de l'Afrique de l'Est, l'Éthiopie, le Kenya et j'en passe. Donc il y a encore beaucoup à faire du point de vue du développement des infrastructures routières en Tanzanie. La question reste en débat. Vous voyez pourquoi ça fait la priorité des autorités tanzaniennes. Il y a un retard, ma foi, par rapport à certains pays et donc ce retard peut être rattrapé par des allocations budgétaires supplémentaires et, ma foi, par des partenaires multilatéraux et bilatéraux.
Avec cet encaissement, les autorités tanzaniennes annoncent pour bientôt le lancement des travaux de construction routier dont le coût total est de 350 millions de dollars. Selon la Banque mondiale, la concrétisation de ce projet va permettre d'offrir des possibilités d'emploi à la population dans certaines zones rurales et de renforcer les capacités de gestion durable des routes rurales en intégrant des approches d'engagement communautaire. Dans l'actualité également, la question de l'indemnisation en Algérie suite aux feux de forêt. Les opérations devraient intervenir au cours des prochains jours, a annoncé la Chambre nationale d'agriculture, mais pas d'indemnisation financière pour les agriculteurs et les éleveurs. L'indemnisation prendra la forme d'un soutien matériel. Les agriculteurs ont été pourtant durement touchés par ces feux. Plus d'une semaine d'incendies qui ont touché plusieurs régions du nord du pays, faisant au moins 90 morts. Au Cameroun, face au problème d'accès à l'électricité et à l'eau potable d'une partie de la population que l'on retrouve dans les zones rurales, certaines structures lancent des projets axés sur les énergies renouvelables. C'est ce que vous allez voir dans ce sujet signé Thierry Ndassa. Afin de résoudre la problématique de l'électrification des zones rurales au Cameroun, mais aussi un accès permanent à l'eau potable, Idi et Nathan croient en l'énergie solaire. Ces deux ingénieurs en énergie renouvelable ont choisi de se lancer dans un marché encore timide au Cameroun. Leur créneau, opérer dans des zones difficiles d'accès, comme dans cette plantation d'ananas située à 34 km de la ville de Douala. Les deux techniciens de l'énergie solaire y ont installé un système de pompage et d'arrosage alimenté par le soleil. On sent les systèmes d'approvisionnement en eau à partir d'énergie renouvelable, notamment l'énergie solaire. Donc on a une pompe dont l'énergie dans un forage et cette pompe est donc alimentée par les panneaux solaires. Et lorsque cette pompe reçoit l'énergie électrique qui vient de l'énergie solaire, elle refoule l'onde de l'eau en surface. Cette eau donc est donc récupérée et stockée dans les cuves de réserve d'eau. Et lorsqu'on met dans ces réserves au niveau des châteaux, donc par la gravité, donc elle descend dans les robinets. Avec un taux d'électrification estimé par la Banque mondiale à 63% en 2019, le Cameroun reste un marché prometteur pour le secteur des énergies renouvelables. Les deux ingénieurs ont foi en l'avenir de ce secteur. Dans notre pays, on a tellement de problèmes d'adduction en eau, d'électricité. Alors, à travers les énergies renouvelables via l'énergie solaire, on s'est rendu compte que ces problèmes-là, on pouvait véritablement apporter la solution, raison pour laquelle nous nous jetons corps et âme avec passion partout dans le territoire national pour pouvoir apporter du sourire aux populations via ce que nous faisons. En matière d'accès à l'énergie électrique au Cameroun, il existe des disparités criardes entre les zones urbaines et les zones rurales. Yaoundé et Douala, les deux principales villes du pays, concentrent à elles seules environ 45% des abonnements au réseau électrique national, pour un taux d'électrification rurale qui atteint à peine les 20% à l'échelle nationale. À quelques jours de la rentrée scolaire fixée au 20 septembre 2021 pour les établissements du primaire et du secondaire, le gouvernement togolais a officiellement annoncé la gratuité des frais d'inscription et de scolarité pour les collégiens et les lycéens relevant de l'enseignement public au titre de l'année scolaire 2021-2022. La mesure a été annoncée ce samedi et doit s'appliquer à l'ensemble du territoire national. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.